Dans cette vidéo, nous allons découvrir quelle est la loi qui permet d'interpréter le phénomène de diffraction d'une onde électromagnétique tel que le rayonnement X par un cristal. Pour cela, nous allons progressivement analyser les phénomènes en commençant par regarder ce qui se passe avec deux atomes, puis avec une rangée et enfin pour un cristal. Commençons donc par éclairer deux atomes avec une onde électromagnétique dans le domaine des rayons X. Le générateur de rayons X, ici dessiné en vert sur la gauche, doit être considéré comme placé à une très grande distance, en fait quasiment infinie, par rapport à la distance entre les deux atomes. L'onde électromagnétique qui arrive sur les deux atomes, selon un angle d'incidence θ, est alors une onde plane qu'il est possible de schématiser de façon simpliste par deux ondes synchrones parallèles, arrivant du générateur, chacune sur un des deux atomes. Plus proche du générateur, l'atome en bleu commence à diffuser en premier, selon le principe de Thomson que nous avons vu dans une autre vidéo. Cet atome diffuse dans toutes les directions de l'espace, mais intéressons-nous pour l'instant uniquement à ce qui se passe dans la direction du détecteur, en violet, placé à une très grande distance des atomes selon un angle de diffusion différent de θ, et ici plus grand que θ. Le second atome, en rouge, diffuse à son tour lorsque l'onde arrive à son niveau, avec un peu de retard par rapport à l'atome en bleu. Les deux ondes diffusées dans la direction du détecteur interfèrent, et l'onde résultante est matérialisée en rose. Il est important de bien réaliser que les dimensions de l'animation n'ont rien à voir avec les tailles réelles. Par rapport à la dimension physique du détecteur et à sa position, les ondes bleues et rouges peuvent être considérées comme provenant d'un point unique constitué par les deux atomes. En marquant par une ligne la direction perpendiculaire aux deux ondes diffusées, nous voyons que les ondes bleues et rouges ne sont ni en phase ni en opposition de phase. L'interférence n'est donc que partiellement constructive, ou partiellement destructive, ce qui revient au même. L'onde rouge est légèrement en retard par rapport à l'onde bleue, car le chemin parcouru depuis le générateur est plus grand. Changeons la position du détecteur pour l'amener à un angle de diffusion égal à l'angle d'incidence, c'est-à-dire θ. Nous voyons que la figure est symétrique et que les distances parcourues sont alors équivalentes. Les deux ondes diffusées sont dans ce cas particulier en phase. L'interférence est constructive et l'amplitude de l'onde résultante est maximale. En augmentant l'angle de diffusion, nous arrivons à une interférence destructive lorsque la différence de marche, c'est-à-dire la différence de chemin parcouru par les deux ondes, est égale à une demi-longueur d'onde. L'amplitude résultante, et donc l'intensité mesurée au niveau du détecteur, est nulle. En poursuivant, nous passons de façon alternative d'une interférence destructive à une interférence constructive. L'interférence est destructive lorsque la différence de marche est égale à un nombre impair de demi-longueurs d'onde, tandis qu'elle est constructive lorsque la différence de marche est égale à un nombre pair de demi-longueurs d'onde, c'est-à-dire de façon équivalente à un nombre entier de longueurs d'onde. Poursuivons en considérant maintenant une rangée infinie d'atomes, ou très grand si on se place dans le cas d'un cristal réel. Plaçons le détecteur à un angle de diffusion θ égal à l'angle d'incidence, pour avoir, comme nous venons de le voir avec deux atomes, une interférence constructive entre toutes les ondes diffusées par les atomes de la rangée. Pour simplifier la figure, nous n'avons représenté en rose que l'onde diffusée résultante. Comme nous l'avons vu avec deux atomes, la différence de marche est nulle et l'interférence est constructive. Déplaçons le détecteur en augmentant l'angle de diffusion. Nous voyons qu'immédiatement, l'amplitude de l'onde diffusée résultante tombe à zéro. Il est en effet possible de démontrer, en associant les atomes deux à deux selon une règle particulière, que l'interférence est globalement destructive. Ceci est analogue à ce que nous avons vu dans une autre vidéo pour un réseau de fentes. Nous retrouvons une interférence constructive lorsque la différence de marche est égale à une longueur d'onde, puis deux longueurs d'onde, et de façon générale un nombre entier h de longueurs d'onde. En augmentant le nombre d'atomes pour obtenir une rangée infinie d'atomes, nous sommes passés d'un processus de diffusion à un processus de diffraction, au sens cristallographique du terme. En effet, comme pour le réseau de fentes, les directions pour lesquelles on observe une intensité diffusée non nulle sont particulières et dépendent, bien entendu, de l'angle d'incidence θ, mais aussi de la distance entre les atomes, c'est-à-dire la périodicité, et de la longueur d'onde pour les valeurs de h non nulles. Notez qu'ici, nous n'avons pas tenu compte du fait que l'amplitude de l'onde diffusée par chaque atome diminue lorsque l'angle de diffusion augmente. Ce phénomène doit être ajouté au processus d'interférence et on observe alors que l'intensité diffractée par une rangée d'atomes décroît lorsque l'angle de diffraction augmente, et donc lorsque h augmente. Dans notre analyse, nous avons placé le détecteur dans le plan formé par l'onde incidente et la rangée d'atomes.
Mais nous savons que les atomes diffusent dans toutes les directions de l'espace. Il y a donc une symétrie de révolution autour de la rangée d'atomes et les rayons diffractés forment un cône dont l'axe coïncide avec la rangée. En effet, pour chacune des directions du cône, nous aurons la même différence de marche et donc la même interférence constructive. Il existe un cône de diffraction, ici dessiné en vert, pour h égale 0, un second cône de diffraction pour h égale 1, un autre pour h égale 2, etc. L'ensemble des cônes donnant toutes les directions de diffraction. Passons maintenant de la rangée d'atomes au cristal tout entier. Pour cela, prenons un des cônes de diffraction que nous venons de voir et une des directions de diffraction sur ce cône. Le cristal est périodique dans les trois directions de l'espace, et la maille dessinée en vert décrit cette périodicité avec ses trois vecteurs A, B et C. Ce que nous venons de voir pour la première direction cristallographique est bien entendu tout aussi vrai pour la seconde direction. Nous avons donc une série de cônes de diffraction, de révolution autour de cette seconde direction, dont l'un est ici représenté en bleu. Même chose évidemment pour la troisième direction cristallographique. Lorsqu'on considère le cristal dans son ensemble, et donc sa triple périodicité, les conditions de diffraction pour chaque direction cristallographique doivent être simultanément vérifiées. Il n'y a donc diffraction que dans les directions qui se situent à l'intersection commune des cônes correspondant à chaque direction cristallographique. Mais dans le cas d'un angle d'incidence θ quelconque, ce qui est notre cas, il ne peut pas y avoir de diffraction puisqu'il n'y a pas d'intersection commune aux trois cônes. Ce n'est en fait possible qu'en changeant l'angle d'incidence θ, comme le montre l'animation, pour obtenir une valeur particulière de θ qui conduit à une intersection commune aux trois cônes. Cette intersection est unique et donne la direction de diffraction. Supprimons les cônes pour simplifier la représentation et translatons la maille. Pour un cristal, on montre que l'intensité diffractée est non nulle uniquement pour un angle de diffraction égal à l'angle d'incidence θ, et que cet angle θ n'est pas quelconque, mais est défini d'une part par la longueur d'onde de la radiation incidente et d'autre part par la distance entre les plans réticulaires HKL, ici marqués en jaune. Tout se passe comme si les plans HKL étaient semi-réfléchissants pour un angle d'incidence θ bien défini. C'est un physicien australien, William Lawrence Bragg, qui en 1912 a trouvé une loi empirique pour déterminer cet angle θ. Cette loi porte son nom et est donc appelée loi de Bragg. Pour retrouver cette relation, prenons deux plans adjacents de la famille des plans réticulaires HKL, ici vus de profil. Ces plans sont séparés par la distance interréticulaire DHKL. Éclairons ces plans, supposés infinis, avec un rayonnement électromagnétique, comme par exemple un rayonnement X, sous la forme d'une onde plane symbolisée par deux ondes synchrones ici matérialisées en jaune. Chaque plan diffracte cette onde incidente avec un angle de diffraction égal à l'angle d'incidence θ. Bien entendu, nous avons vu que ce sont les atomes qui en réalité diffractent les ondes, mais tout se passe comme si c'étaient les plans qui diffractaient. Les deux ondes diffractées, en bleu et en rouge, interfèrent. L'onde résultante est représentée en violet. Nous voyons que l'onde inférieure, en rouge, est en retard par rapport à l'onde supérieure, en bleu, car le chemin parcouru est plus long. La différence de marche est égale à la somme des segments AO' et O'B. Les ondes ne sont donc pas tout à fait en phase, et l'interférence n'est que partiellement constructive. Diminuons l'angle θ, c'est-à-dire de la même façon l'angle d'incidence à gauche et l'angle de diffraction à droite. Pour une valeur particulière de θ, nous aboutissons à une interférence destructive, puisque la différence de marche AO' plus O'B est égale à lambda sur 2. Augmentons maintenant θ. Lorsque la différence de marche atteint une fois la longueur d'onde, l'interférence est constructive. En calculant la différence de marche à partir des deux triangles rectangles OAO' et OBO', il est facile de montrer que nous avons alors la relation 2d sinus θ égale 2 lambda sur 2, c'est-à-dire égale lambda. En poursuivant, on tombe à nouveau sur une interférence destructive pour une différence de marche égale à 3 lambda sur 2. Et puis sur une interférence constructive pour 4 lambda sur 2. Notez que comme l'indique la relation, si nous changeons la distance interréticulaire, nous changeons les conditions d'interférence. Pour retrouver une interférence constructive, il est nécessaire d'ajuster l'angle θ. Prenons maintenant un cristal complet, c'est-à-dire une infinité de plans réticulaires. Il est possible de montrer que seules les directions vérifiant la loi de Bragg 2d sinus θ égale n lambda avec n entier
correspondent à des directions de diffraction. N est appelé l'ordre de la diffraction. Pour les directions intermédiaires, l'intensité diffractée est nulle. Pour observer une intensité diffractée par une famille de plans réticulaires du cristal, il est nécessaire de se placer dans les conditions de Bragg, soit en ajustant θ pour une longueur d'onde lambda donnée, soit en ajustant lambda pour un angle θ donné. Dans cette vidéo, nous avons montré quels étaient les processus qui conduisaient au phénomène de diffraction par un cristal, et que les conditions de diffraction étaient données par la loi de Bragg. Cette loi est la relation fondamentale de la diffraction d'une onde électromagnétique par un cristal.